Pour la deuxième partie de la soirée, nous avons l'honneur d'accueillir professeur Yazdan Panan pour la quatrième fois à l'association. Quatrième fois? Oui, la première fois c'était une table ronde sur les études médicales comparées avec l'Iran. Tu te rappelles, avec professeur Tadouini, Sofrani, Orhani. Vous étiez plusieurs et on a fait une étude comparative entre les études médicales en France et en Iran. La deuxième fois, il est venu de rentrer de l'Iran d'un congrès en médecine infectieuse. Il nous a parlé du sida. Ça te rappelle quelque chose? Voilà. Je pense qu'il a l'Alzheimer. C'est là. Bon, après, la dernière fois, c'était après le Covid. Il nous a fait un bilan du Covid. Il faut noter, pour ceux qui ne le savent pas, que M. Macron lui a décerné la Légion d'honneur pour ses travaux et tout l'aide scientifique qu'il a apporté pour maîtriser la pandémie en France. Vous pouvez l'applaudir peut-être. Bon, je ne vais pas dire plus, il est chef de service médecine infectieuse et tropicale à l'hôpital Bichat. Les premiers cas de Covid, ils ont été accueillis à l'hôpital Bichat chez Yazdan. Bon, Yazdan, je pense que tout le monde te connaît et je pense que je peux te passer la parole. Merci encore d'avoir accepté et d'être fidèle. Merci. Merci beaucoup et merci pour votre invitation pour la quatrième fois. Alors, le monsieur, il va être fâché, mais je ne sais pas parler en français, en persan. Je suis désolé, monsieur, hein, j'ai vu que vous étiez fâché. Ormin, il parle beaucoup mieux que persan. Il a parlé en français. Moi, je pense que je n'arriverai pas. Sinon, je l'aurais. Mais il était fâché, j'ai vu tout à l'heure. Alors, en fait, je vais vous... Alors, moi, c'est un sujet pour lequel j'ai besoin de diapositives, donc je vais vous mettre des diapositives. Alors quand vous êtes en train de manger, c'est pas facile, mais vous pouvez regarder vos assiettes, il n'y a pas de problème. Alors, d'une manière générale, les maladies infectieuses étaient associées à une mortalité très élevée, et en fait, partout dans le monde, et c'était assez homogène. Et en fait, depuis les années 50, sur la courbe qui est à droite, vous voyez qu'il y a une augmentation d'espérance de vie, et avec une disparité très importante, parce que dans les pays du Nord, on essaye et on arrive à beaucoup mieux contrôler les maladies infectieuses, ce qui n'est pas le cas dans les pays du Sud, où l'espérance de vie est malgré tout très importante. Par ailleurs, il y a autre chose qu'on assiste, c'est ce qu'on appelle la transition épidémiologique, qui est le fait qu'on a des vaccins, des médicaments, etc. Même s'il y a certainement des antivax dans la salle, ça je le sais, il y a malgré tout, les vaccins ont permis à une diminution de la mortalité liée aux maladies infectieuses. C'est les courbes que vous voyez. Par contre, tout ce qui est le fardeau des maladies liées aux maladies chroniques, le cancer, les maladies cardiovasculaires, etc., c'est en train d'augmenter. En fait, maintenant, en tout cas dans les pays du Nord, contrairement aux pays du Sud, les gens meurent plus des maladies chroniques. Même si les gens qui meurent des maladies chroniques, il y a un impact très important des maladies infectieuses. Alors ça, c'est une courbe que vous voyez, c'est par exemple quand vous faites une grippe, jusqu'à 2 ans après, vous pouvez faire une infarctus de myocarde. Quand vous faites une pneumonie, alors vous voyez sur cette courbe, tout de suite après, la probabilité d'un infarctus de myocarde est multipliée par 6, et ce risque va rester jusqu'à à peu près 2 à 3 ans après. Donc c'est l'impact, et cette articulation entre maladies infectieuses et maladies chroniques est très important. Et là, la plupart des patients qu'on a dans les services pour Covid, en fait, ils font un Covid, mais ils décompensent leur maladie sous-jacente, en fait. Et donc ça, c'est très important aussi. Alors, c'est pas tellement le sujet, mais c'était important de parler de ça. Mais malgré tout, il y a une recrudescence des phénomènes d'émergence.
Alors vous voyez un peu toutes les épidémies qu'on a. Alors je ne vais pas tout faire, chikungunya, Ebola, Zika, etc. Tout, c'est marqué en petit, mais on a de plus en plus. Là, c'est une autre courbe où vous voyez, si on regarde à partir des années 80, c'est plus facile. Vous avez le VIH, les hépatites, le MERS, le Covid, et en bas, vous avez l'Ebola, le Lassa, le Zika, etc. Donc, on a vraiment ça. Et alors, je vais vous montrer, peut-être c'est mieux cette courbe-là. Et c'est évident que quand vous avez une maladie émergente, ben, la mortalité augmente. Et augmente durablement. Alors, cette courbe, c'est la mortalité en France. La courbe en bleu, c'est la mortalité en France depuis 2010 en bleu. Et là, vous voyez, en rouge, c'est pendant les années Covid, la mortalité qu'on devait avoir, et en bleu, c'est la mortalité qu'on a. Et en gros, si vous voulez, en 2020, en 2021, et ce qui est étonnant, même en 2022, on a en France 7-8% plus de morts que ce qui devait être là si on n'avait pas de Covid. Donc c'est ce que je vous disais, que la mortalité non seulement augmente au moment, mais aussi pendant des années après, et probablement en 2023 va être la même chose. C'est pas que la France, c'est partout, on l'observe. Donc il y a un vrai impact sur la mortalité des maladies émergentes quand il y a à cette échelle-là. Et le problème, c'est qu'on n'est pas sorti d'affaire. Alors, on connaît à peu près 260 virus de 25 familles différentes, mais il y a probablement 1,6 million de virus qu'on ne connaît pas très bien. Et donc, vous voyez, le risque qu'il y ait d'autres choses qui surgissent est important. Alors, c'est même pas en français, c'est en anglais maintenant. Hein. Je suis désolé, monsieur. Et donc, en tout cas, alors pourquoi il y a une émergence de toutes ces maladies-là? C'est probablement l'homme est devenu beaucoup plus agressif avec son entourage, avec l'environnement, et c'est ça un peu qui provoque les émergences. Alors, je vais vous présenter un exemple. C'est une maladie qui s'appelle Nipah. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais récemment, il y a eu en Inde une épidémie de Nipah. Ça fait partie des maladies qu'on surveille, qui donnent des encéphalites mortelles. Et en fait, le virus de Nipah, là, c'est une épidémie qui a eu en Malaisie en 1999. C'était une des premières épidémies de Nipah. Et en fait, on le trouvait, le Nipah, chez les chauves-souris. Et il y a une propagation de virus de Nipah des chauves-souris aux porcs. Et ça, c'était lié à 3 facteurs. Premièrement, c'est que les élevages de porcs se sont étendus à l'habitat des chauves-souris. C'est-à-dire, bon, c'est rentable. Donc, du coup, ils ont commencé à développer l'habitat, enfin, l'élevage des porcs. Et du coup, ils sont allés vers les habitats de chauves-souris. Et il y a eu donc beaucoup de contacts entre les porcs et les chauves-souris qui étaient à une forte densité. Donc les porcs sont devenus infectés. Et après, il y a une commerce international, et notamment il y avait des marchés au Singapour, et donc ils sont allés vendre leur élevage dans ces marchés, et d'autres ports l'ont eu, et comme ça, vous avez eu finalement une épidémie qui s'est déclarée. Et en fait, c'est un exemple de ce qui peut se passer et comment vous pouvez avoir des épidémies qui émergent. Et le paysage de risque de maladies infectieuses a vraiment changé au cours des 2 dernières décennies, et on va le voir parce que le climat change, alors ça on n'arrête pas de parler, parce que la démographie change, parce qu'il y a une urbanisation, et parce qu'il y a aussi les changements technologiques avec les voyages et les échanges. Alors là, il y a 3 courbes qui vont suivre, qui vous montrent. Je vais aller assez rapidement. Là, c'est le changement de température entre 2000 et 2010 à 2100. Alors là, vous n'arrêtez pas d'entendre ça, comme quoi la température monte. Là, vous voyez comment, en fait,
Par rapport à ici, ça devient beaucoup plus rouge, orangé, violet, avec des températures qui varient. Là, c'est des variations, vous voyez, il y a des zones, et surtout c'est dans le nord, hein, jusqu'à 8 degrés de plus sur 20 ans, 25 ans. Et c'est énorme, 8 degrés de plus. C'est le delta, voilà. Ça, c'est la même chose, mais pour la densité de population. Et de nouveau, alors là, c'est plus c'est clair, plus la densité de population augmente. Et là, vous avez ce qu'on était en 2010 et ce qu'on va devenir en 2100, par exemple, et où la densité de population, vous voyez, en termes de millions d'habitants, est en train d'augmenter. Et par ailleurs, tout le monde va vers les villes. Et enfin, ça, c'est qui est probablement la courbe la plus intéressante. Ça, c'était les déplacements en 1933, et ça, c'est les déplacements en 2020. La globalisation, c'est qu'il y a un virus quelque part, ben, vous allez l'avoir un peu partout très rapidement. Alors, ça, c'est les épidémies qui peuvent émerger en sachant, et là, je vais passer rapidement, c'est que les épidémies qui ont émergé, ils continuent, il faut qu'ils sont là, et comme Covid, hein, il faut qu'il est là, ben, ça ne régresse pas. Et on peut dire la même chose pour le VIH, même si ça va mieux pour la tuberculose, pour les infections sexuellement transmissibles ou pour les hépatites virales. Alors, ça juste pour vous dire que il faut répondre à tout ça. Donc, l'État a mis en place une agence qui est une agence de recherche contre... Au départ, c'était que le VIH et le sida, et maintenant, c'est les maladies infectieuses émergentes pour essayer, par la recherche, répondre à ces émergences avec une vision dans laquelle on n'a plus de VIH, plus d'infections sexuellement transmissibles, plus d'hépatite, plus de tuberculose, et où on peut mieux contrôler les maladies infectieuses émergentes. Donc c'est la vision et c'est les missions d'une agence de recherche qui essaye de travailler autour de ça, en sachant que l'idée, c'est vraiment essayer de faire de la recherche sur la continuum de la recherche fondamentale en passant de la recherche clinique jusqu'à tout ce qui est recherche en santé publique. Il y a des notions qui sont en train d'émerger. Une seule santé, One Health, que vous avez peut-être entendu parler, maintenant c'est très très à la mode. Il ne faut pas seulement faire de la recherche chez l'homme, mais aussi chez l'animal. Parce que si on veut essayer d'empêcher l'émergence, il faut commencer chez l'animal et sur l'environnement. L'autre concept qui est en train d'émerger, c'est qu'il faut arrêter de faire la recherche que dans un pays, il faut faire de manière globale. Et donc la santé mondiale d'une manière générale. Donc vraiment essayer de travailler autour de ça, et à l'international notamment, et par exemple à la NRS, nous on travaille vraiment sur une stratégie qui englobe une seule santé mondiale, avec vraiment l'essayer de construire des infrastructures, des capacités partout dans le monde, pas que en France, d'avoir une vision un peu internationaliste, et après essayer aussi, en ce qui concerne la France, d'augmenter cette visibilité. Alors, par exemple, cette agence-là travaille en Amérique latine, en Afrique, en Asie, dans l'ensemble des zones où il peut y avoir des émergences. Donc, en gros, on est dans un monde qui change, on est dans un monde qui est en train d'aller vers des risques beaucoup plus importants d'émergence, et à partir de là, un des moyens de répondre, c'est la science. Et pour ça, il faut qu'on se prépare. Alors, ça, c'est un papier qui est sorti dans le Lancet de l'année dernière, qui dit que pour être préparé et pour essayer de lutter contre l'émergence, il faut 5 piliers. La prévention, et j'essaye de revenir là-dessus, prévenir, contenir. Bon, je suppose que beaucoup d'entre vous travaillent dans les hôpitaux où ça va mal. On va revenir là-dessus. Tout ce qui est les infrastructures de soins, l'équité, c'est très important, et par ailleurs, essayer d'avoir des innovations et les diffuser. Alors, sur la prévention, maintenant, l'idée, c'est qu'il ne faut pas simplement les hommes, mais il faut avoir une perspective holistique sur l'ensemble. 75% des maladies humaines émergent à partir des zoonoses.
Donc ça veut dire que vraiment, si on veut prévenir, il faut d'abord commencer chez l'animal. D'où le lancement des programmes de recherche pour savoir pourquoi là, il y a un passage de barrière, pourquoi il y a des infections d'abord chez l'animal qui passent à l'homme. Alors là, tout le temps, on a des grippes aviaires, tout le temps. Et il faut savoir pourquoi ça passe pas, quand ça passe, comment les surveiller et comment sont les dynamiques sociales, pourquoi la population n'accepte pas de se faire vacciner, comment on peut travailler, qui sont les données importantes. Pour ça, alors là par exemple 2 mots sur la surveillance. Il faut vraiment une surveillance et détection des virus dans l'écosystème et pas que chez l'homme. Il faut essayer d'identifier les autres intermédiaires dans la faune sauvage et les facteurs qui favorisent cette transmission, et il faut essayer vraiment de les détecter. Alors ça c'est juste un schéma pour dire qu'il faut agir à tous les niveaux. Il faut pas seulement au niveau de l'homme, mais aussi au niveau des vecteurs. Là, je ne sais pas si vous avez entendu, par exemple, à Paris maintenant, il y a des cas de dingue ou autochtones. Alors que c'est récent en Île-de-France d'avoir ces choses-là. Donc il faut regarder l'ensemble. Et essayer, je l'ai dit, je le redis, d'avoir vraiment une vision mondiale, globale de la santé. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas surveiller partout. Donc, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on surveille. Donc, la surveillance doit être probablement centrée sur les zones d'émergence. Alors, je n'ai pas insisté, mais beaucoup de surveillance viennent de Chine, beaucoup d'Asie du Sud-Est et beaucoup d'Afrique. Donc, ça, c'est probablement les zones qu'il faut surveiller. Et à l'intérieur de ces zones-là, les endroits qui sont vraiment des zones reconnues pour l'émergence. Par exemple, quand il y a un empiètement agricole humain, je vous ai présenté les exemples des chauves-souris et les porcs. Là où il y a les systèmes d'élevage et d'aviculture sont de plus en plus intensifiés. Et là où il y a une mauvaise biosécurité autour de l'émergence, les mégapoles, etc., il faut vraiment essayer de faire. Deuxièmement, on sait que le coronavirus, on savait que c'était un des virus qui allait émerger probablement. Donc en fait, l'OMS a établi un certain nombre de pathogènes, il y a une dizaine, il y a une quinzaine, qu'on sait qui peuvent être potentiellement provoquer ces émergences. Alors ça, c'est simplement ce qu'on appelle les maladies ou les pathogènes prioritaires. En fait, ça sert à quoi? Ça sert que maintenant, il faut que déjà, on commence à faire des vaccins sur chacun de ces virus qui peuvent éventuellement émerger pour que ça soit sur l'étagère, prêt à être administré si jamais ça arrive. Et là, par exemple, c'est un travail qu'on a fait sur différents éléments pour dire quels sont les pathogènes prioritaires. Et je ne vais pas les citer, mais il y a beaucoup de virus. Il y a les noms en bas, peu importe les noms, mais d'une manière générale, on peut dire qu'il y a 3 familles. Il y a les familles des viroses respiratoires, par exemple, le corona fait partie, il y a la grippe. Il y a la famille des arboviroses qui se transmettent par des piqûres de moustiques, et là c'est chikungunya, le Zika, la dengue, le Nipah, etc. Et enfin les fièvres hémorragiques qui sont l'Ebola, le Lassa et le Crimée-Congo. Par exemple, Crimée-Congo, en Iran, il y en a beaucoup de Crimée-Congo. Je crois que c'est au nord de l'Iran, vers les régions de Gorgan, il y en a beaucoup. Et après, comment finalement ça peut empêcher? Même s'il y a débat, on pense que malgré tout que le Covid, parce qu'on l'a identifié, vient des espèces de chauves-souris au niveau d'Asie du Sud-Est qui abritaient le SARS. Si on avait travaillé sur ces chauves-souris, si on faisait des biobanking régulières, si on regardait s'il y avait une transmission de ces chauves-souris aux autres animaux, si on analysait les facteurs environnementaux qui étaient à l'origine de ça, on aurait pu empêcher une crise Covid parce qu'on l'aurait probablement arrêté. Même si on ne sait pas exactement encore comment et pourquoi il y a eu ça. Alors, ça,
là, je vous ai dit en gros comment il faut préparer, prévenir, etc. Pour essayer de faire face aux émergences, l'autre élément important, c'est les services de santé. Alors, en France, ça a été très bon, hein, mais il y a des pays où ça n'a pas été bon du tout. La France, dans la mortalité, c'est un des pays où il n'y a pas eu autant que ça. Les États-Unis, ça a été très mauvais. L'Angleterre, ça a été très mauvais. Le Brésil, avec Bolsonaro, ça a été très mauvais. Mais d'une manière générale, il faut que le gouvernement consacre une part accrue. Il faut veiller que tous les pays puissent se battre et pas simplement quelques-uns. Donc l'aide au développement est très important. Et ce n'est pas un simple rhétorique, c'est une vraie vérité, parce que si on a des maillons faibles, ben, ça va revenir ici. Donc il faut vraiment augmenter au développement de la science, de comportement social, etc. Et même en France, les populations les plus touchées, c'était les populations vulnérables. Parce qu'ils ne se vaccinaient pas, parce qu'ils avaient une densité de population très élevée, parce qu'ils ne mettaient pas de masque, etc. etc. Et ça, c'est un problème. Alors, vous avez entendu le fait qu'il n'y a pas de soignants dans les hôpitaux, qu'il y a des lits fermés. Ce n'est pas un phénomène français. Ça, c'est un papier de Lancet qui dit que dans le monde, il manque près de 40 millions de soignants. Alors ça a été fait en plus en 2019, hein, c'est pire aujourd'hui. Donc 30 millions d'infirmiers. Et donc c'est une crise mondiale. Les pays africains et les pays du Sud, d'une manière générale, sont beaucoup plus touchés parce qu'ils ont beaucoup moins. Regardez l'Inde. Alors l'Iran n'est pas trop mal, mais c'est vraiment une crise qui va aller probablement en s'aggravant. Parce qu'il y a une vraie crise mondiale, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réagir. Ça, c'est une étude qui a été faite par les gens de la PHP, où ils ont demandé à 5000 personnes, tous des universitaires soignants, médecins, en France, s'ils étaient en burn-out, s'ils étaient déprimés, etc. Et en fait, 45% ont répondu. 40% des médecins, donc ça veut dire que si vous travaillez à l'hôpital, il y a une part d'entre vous qui êtes en burn-out, ont dit qu'il était en burn-out, et 14% ont dit qu'ils avaient des idées suicidaires. Ce qui est terrible. Donc ça montre que l'état mental, et là aux urgences, on a plein de personnes qui arrivent pour des problèmes de ce type. Donc vraiment, il faut travailler sur le système de santé, il faut vraiment encourager la technologie, l'intelligence artificielle, il faut l'intégrer dans les systèmes de soins. Il faut vraiment travailler sur les populations vulnérables et il faut soutenir et former les agents de santé. C'est aussi extrêmement important. Il faut probablement... Alors nous on parle des hôpitaux parce qu'on connaît les hôpitaux, mais la situation dans les soins primaires n'est pas bonne du tout. Et sur le diapo, enfin sur la partie droite, vous voyez un peu la téléconsultation, comment ça a explosé pendant le... Alors c'est revenu un peu en arrière, mais la téléconsultation, probablement, ça fait partie des choses qui ont un impact très important. Et ça, par rapport au personnel de santé, c'est aussi pour dire qu'il faut vraiment que les conditions de travail s'améliorent. Alors nous, on est à l'hôpital, on voit que c'est difficile. Les transferts de stages, ça doit être important. Dans les pays du Sud, parce que c'est un vrai problème, empêcher les fuites des cerveaux. Assurer la meilleure répartition géographique et l'OMS veut, pour vous dire que l'OMS va et a décidé de lancer un dialogue international sur la mobilité des personnels de santé. C'est catastrophique dans un certain nombre de pays. Voilà un peu ce que je voulais vous dire et merci pour votre attention.